Bonjour, bien ici dans cette vidéo, nous allons continuer à parler du système cardiovasculaire. Nous allons parler du cœur, des vaisseaux, bien nous allons parler de ce qu'on appelle les gaz du sang. Alors avant de parler de ces gaz du sang, je voudrais vous parler de trois notions qui me semblent importantes pour bien comprendre les choses. Première notion, c'est l'eau gazeuse et le plongeur. Vous achetez une bouteille d'eau gazeuse, vous la regardez, il n'y a pas beaucoup de bulles dedans, vous vous dites au final il n'y a pas beaucoup de gaz. Vous débouchez cette bouteille et là, pchit, vous avez plein de gaz qui va apparaître. Mais où était ce gaz? Ce gaz était déjà dans la bouteille, forcément, mais il était solubilisé. Il n'était pas sous sa forme gazeuse. Il était sous une forme soluble dans l'eau. Et tout de la même manière que quand vous mettez du sucre dans l'eau, sucre qui est sous son état solide, quand vous le mettez dans l'eau, il va se retrouver solubilisé dans l'eau. Et il ne sera plus sous son état solide. Ce que l'on sait, c'est qu'en fait, quand vous avez ouvert votre bouteille, la pression, elle a largement chuté dans la bouteille. Et donc, en fait, on a eu un dégazage. Pourquoi? Parce que la solubilité d'un gaz, on sait qu'en fait, la solubilité de notre gaz dans notre eau, ici, elle va dépendre de la pression. Plus la pression est élevée, plus on pourra solubiliser de gaz. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir revenir sur notre histoire de plongeur. Lorsque vous avez un plongeur qui se trouve au niveau de la pression atmosphérique initialement, qui descend avec des bouteilles, qui continue à respirer, il descend, il descend, il descend, il va très profondément et il arrive à une pression très élevée. À cette pression très élevée, du coup, la solubilité des gaz va être plus importante, donc il y aura plus de gaz à solubiliser dans son sang. Si il remonte par paliers, des paliers qui sont strictement définis, il va rester un certain temps à certaines profondeurs, il va remonter un peu, il va rester un certain temps à une autre profondeur, etc. Il va suivre les paliers de décompression, il n'aura pas d'accident. Par contre, s'il remonte d'un seul coup, il va lui arriver exactement la même chose que la bouteille ici. C'est-à-dire que la pression va diminuer d'un seul coup et il va y avoir les gaz qui étaient solubilisés dans son sang qui vont se reprendre leur forme gazeuse et donner lieu à des bulles et c'est l'accident de plongée. Passons maintenant à la notion de pression partielle. Alors qu'est-ce que la pression déjà d'un gaz dans un volume? La pression d'un gaz dans un volume, c'est au final la pression exercée par les molécules au niveau de ce volume. Et bien ici vous avez donc les molécules qui sont représentées par les croix. Plus il y a de molécules, plus la pression sera grande. Si je mets un deuxième gaz, eh bien la pression sera encore plus grande puisqu'on a un deuxième gaz et qu'on a des nouvelles molécules. Donc on a deux pressions qui s'exercent, la pression des croix et la pression des ronds. Ça, c'est ce qu'on appelle la pression partielle de chacun des deux gaz. Et la somme des pressions partielles va me donner ma pression totale au niveau de mon enceinte. Et donc nous, en physiologie du sang, on va parler de pression partielle en CO2 et de pression partielle en oxygène. C'est-à-dire qu'on va, au final, représenter la présence de notre oxygène et de notre CO2 sous cette référence de pression partielle et l'unité qu'on utilisera du coup sera une unité de pression qui seront les millimètres de mercure. La troisième loi que je voudrais vous rappeler, c'est que quand vous ouvrez une bouteille de parfum à un endroit, le parfum va diffuser, il va aller du plus concentré vers le moins concentré. Et c'est ça au niveau de la loi de la diffusion, toujours du plus concentré vers le moins concentré. La différence de concentration entre les deux zones, c'est ce qu'on appelle le gradient de concentration. Plus il est élevé, plus il y aura de diffusion. Donc on est capable de comprendre maintenant ce schéma. Alors, on avait déjà parlé de cette partie-là au niveau pulmonaire, donc ici on va en reparler. Si on prend la pression partielle en oxygène dans les alvéoles, qu'on la compare à la pression partielle en oxygène dans le sang artériel pulmonaire, on voit qu'il y a 105 dans les alvéoles, 40 dans l'artère, donc ça veut dire forcément que l'oxygène va rentrer dans le sang. Vous verrez, si vous comparez les chiffres du CO2, ça sera l'inverse. Pour ce qui est des échanges au niveau des organes maintenant, le sang artériel arrive avec 100 mm de mercure en PO2, et il se trouve que dans nos cellules, vu qu'on utilise l'oxygène, eh bien, il y a beaucoup moins d'oxygène, moins de 40 mm de mercure. Donc l'oxygène a forcément tendance à sortir du sang et aller dans les cellules. Et au niveau des cellules, quand on regarde au niveau des mitochondries, il y a une très faible quantité d'oxygène présente
Et donc on va se retrouver avec forcément l'oxygène qui va être attiré dans ces mitochondries, et ça tombe bien puisque c'est là qu'on en a besoin. En contrepartie, il va y avoir du CO2 qui va être créé dans les cellules, et ce CO2 va avoir une pression partielle bien supérieure à la pression partielle du CO2 dans le sang, donc le CO2 va avoir tendance à rentrer dans le sang. Et on va reboucler notre cycle. Alors comment sont transportés ces entre guillemets gaz du sang? Ces gaz du sang sont le CO2 et l'oxygène, et ils vont être transportés de plusieurs manières. D'abord, ils vont pouvoir être, on a dit, dissous. Ils vont pouvoir être sous la forme de gaz dissous dans l'eau. Dans quelle eau? Dans l'eau du plasma et dans l'eau du cytoplasme des globules rouges. Puis il y a une autre forme. En fait, on a une molécule qu'on appelle l'hémoglobine, qu'on trouve dans les globules rouges, en une quantité effroyable, 280 millions d'hémoglobines dans un globule rouge. Eh bien, cette molécule, elle est capable de transporter de l'oxygène et le CO2. Alors comment? Tout simplement, lorsqu'on regarde sa structure, on voit qu'il y a 4 protéines dans une hémoglobine qu'on appelle des globines, en fait, 4 globines. Chaque globine peut capter un CO2. Ça veut dire qu'au maximum, on peut, pour une molécule d'hémoglobine, transporter 4 molécules de CO2. Et puis il y a une autre molécule dans cette hémoglobine qu'on appelle l'hème, qui contient du fer notamment. Et ce fer donc va attirer l'oxygène, et on a donc 4 oxygènes qui peuvent être transportés par l'hémoglobine. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'une molécule d'hémoglobine ne va pas transporter 8 molécules au max. Elle ne va pas transporter 4 oxygènes et 4 CO2, non. Elle va en transporter au maximum 4 molécules. Donc ça peut être 4 oxygènes, ça peut être 4 CO2, ou alors toutes les formes intermédiaires de CO2, 2 oxygènes. En tout cas, si on a 4 oxygènes, on va dire que notre hémoglobine est saturée à 100% en oxygène. Et il se trouve que cette hémoglobine, elle a une particularité. C'est que parfois, elle a une très forte affinité pour l'oxygène, et d'autres fois, elle a une plus forte affinité pour le CO2. Et puis, il y a une autre molécule qui a encore plus d'affinité que l'oxygène pour l'hémoglobine au niveau de l'hème, c'est le monoxyde de carbone. Et donc, il y a parfois des problématiques de combustion qui vont entraîner des intoxications au monoxyde de carbone. Et donc, il faudra mettre les gens sous une certaine pression pour réussir à au final favoriser l'oxygène dans sa fixation avec l'hémoglobine, alors que l'hémoglobine préfère absolument le monoxyde de carbone. Quels sont les facteurs qui favorisent le transport de l'oxygène? Alors, discutons de cette fameuse propriété de grande affinité ou faible affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. Ici, vous avez donc un graphique avec la pression partielle en oxygène en abscisse, et puis on ordonnait le pourcentage de saturation de l'hémoglobine en oxygène. Et on s'aperçoit qu'on n'a pas toujours la même affinité, puisqu'on voit que les courbes sont variables. Mais on voit qu'il y a différents facteurs qui peuvent intervenir sur cette affinité. Et on va essayer de comprendre ça. On va prendre deux de ces courbes. Donc je replace en abscisse la pression partielle en oxygène dans le milieu, et puis en ordonnée, je regarde au final quel est le pourcentage de saturation de mon hémoglobine en oxygène. Sachant que si j'arrive à 100% de saturation, ça veut dire que j'ai, pour une hémoglobine, je vais avoir 4 oxygènes qui vont être transportés. Alors, mon affinité d'une de mes molécules d'hémoglobine pour l'oxygène varie selon ce type de courbe-là. Si je prends une PO2 particulière, celle-ci, eh bien, l'affinité de mon hémoglobine, ici, me dit que du coup, j'ai telle saturation en hémoglobine, en oxygène au niveau de mon hémoglobine pour cette pression partielle en oxygène. Et je m'aperçois qu'en fait, cette affinité évolue. Autant au niveau des poumons, j'ai une très forte affinité de mon hémoglobine pour l'oxygène. Et au niveau des muscles, je m'aperçois que je vais avoir des courbes de ce type-là. C'est-à-dire que, regardez, pour la même pression partielle, je n'ai plus du tout la même saturation. J'ai une saturation beaucoup plus faible. Ça veut donc dire que j'ai une affinité beaucoup plus faible. Et en fait, ça tombe très bien. Parce que au niveau des poumons, forte affinité, donc je capte de l'oxygène. Au niveau des muscles, plus faible affinité, donc j'expulse l'oxygène qui se trouvait
être sur mon hémoglobine. Donc, tout est bien fait. Maintenant, qu'est-ce qui fait que je vais passer de ce point-ci à ce point-là? Eh bien, au niveau des muscles, quand ils rentrent en activité, ma température augmente. Je libère du CO2 et donc mon pH diminue au niveau du sang. Et il se trouve que ces trois éléments-là vont faire passer ma courbe rouge pleine à ma courbe rouge en pointillé. Donc plus la température augmente, plus le CO2 augmente, plus le pH baisse, moins j'aurai d'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. Donc au final, parfait, puisque donc au niveau des muscles, l'oxygène qui arrivera transporté par l'hémoglobine sera donc libéré vers les cellules. Et puis quand on va dans le sens inverse, quand on revient au niveau des poumons, eh bien on va se retrouver avec une hémoglobine qui retrouve de l'affinité, donc qui va au final recapter de l'oxygène avec une très très forte affinité pour cet oxygène. Bilan. L'augmentation du pH, la baisse du CO2 et la baisse de température entraînent une augmentation de l'affinité entre l'hémoglobine et l'oxygène. Donc mon oxygène, si je résume, va être transporté sous forme dissoute dans le plasma, dans les globules rouges, et transporté au niveau de mon hémoglobine. Pour mon CO2, c'est la même chose au final. Pour mon CO2, il est transporté par le plasma, les globules rouges, et mon hémoglobine. Mais il y a aussi une autre problématique dont on avait parlé initialement dans le cours sur le vivant. Souvenez-vous, le CO2 avec de l'eau, eh bien ça va nous donner du H2CO3. Et ce H2CO3 eh bien, fait partie d'un couple acide-base avec le HCO3-. Ça veut dire qu'en fait, il y a une capacité à libérer des H+. Et le HCO3- fait partie d'un couple acide-base qu'on appelle HCO3-, CO3-, avec une capacité à nouveau de libérer des H+. C'est pour ça que plus j'ai de CO2, plus j'ai de H+, et plus mon pH baisse. Voilà le rapport entre les choses. Donc, là, on est vraiment au niveau des muscles, dans ce sens-là. Et quand on arrive au niveau des poumons, eh bien, en fait, le mécanisme va aller dans l'autre sens. Tout simplement parce que comme on expulse du CO2, eh bien, on va changer le sens de notre réaction. Et donc, on va capter des H+, à chaque fois. Ce qui fait qu'au niveau des poumons, on va se retrouver avec un pH qui va réaugmenter. Alors, quel lien on peut faire entre le métabolisme et les gaz du sang? On verra dans un autre cours qu'au niveau du cycle de Krebs, on libère du CO2 et au niveau de la chaîne respiratoire, on consomme de l'oxygène. Et donc tout ce que je vous raconte ici sur les gaz du sang, eh bien, c'est fortement lié à la notion de métabolisme et donc à la production notamment d'ATP, notre énergie pour nos cellules. Cet effort, en fait, un effort, au final, va effectivement nécessiter de l'ATP. Cet ATP, pour en produire davantage, va nécessiter de l'oxygène, mais on va libérer aussi du CO2. Donc il faut comprendre que toutes ces variations en besoin, en ATP, en oxygène et en élimination de CO2 nécessitent une réponse coordonnée. Réponse coordonnée entre le cardiovasculaire, le pulmonaire, mais aussi tout ce qui est métabolisme et thermorégulation. Et ça ne s'arrête pas pendant l'effort. Après l'effort encore, les gaz du sang vont se retrouver à nouveau au centre du sujet, puisqu'il y a une partie de la récupération qui va devoir se faire pour compenser ce qu'on appellera plus tard, on en rediscutera, une dette en oxygène. Bilan, tout part d'une problématique de transport des gaz, de pression partielle, de loi de la diffusion. On a une molécule assez extraordinaire qui s'appelle l'hémoglobine, qui transporte à la fois le CO2 et l'oxygène, et puis qui a une variation d'affinité en fonction de la situation du moment. À très bientôt.